Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph, je suis coach et j'accompagne des personnes qui veulent donner un nouvel élan à leur vie, que ce soit personnel ou professionnel. Et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode qui est très spécial parce que c'est le premier épisode sur ce podcast où j'accueille une invitée et pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, on accueille Oria Paolina qui est coach et qui est venue nous parler d'un sujet qui m'a beaucoup été demandé. Il s'agit de la dépendance affective. Et dans ce podcast, on a parlé effectivement de dépendance affective, mais pas que. On a parlé également de couple, d'amour de soi, d'estime de soi. C'est un épisode très riche et je vous laisse avec l'épisode. Belle écoute. Hello Auria, Hello Steph. bienvenue dans le podcast J'ai peur donc j'y vais. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode. C'est la première fois que j'ai une invitée sur le podcast, donc je suis super heureuse que tu sois la première. Merci à toi pour l'invitation. Je suis ravie d'être la première sur ce podcast et j'espère que ça apportera beaucoup de choses. Je pense. Et aujourd'hui, on va parler de dépendance affective, qui est un de tes sujets de prédilection. Avant toute chose, est-ce que tu veux te présenter aux auditeurs? Oui, bien sûr. Donc, je suis Auria, je suis coach en développement personnel depuis 1 an et demi. Et mon domaine d'expertise, c'est la dépendance affective et les relations de manière générale. Donc, voilà. Et alors, justement, pour commencer par là, parce que je suis même pas sûre de vraiment connaître la réponse à cette question, qu'est-ce que la dépendance affective? La dépendance affective, alors c'est défini comme étant une incapacité psychologique à vivre pour soi et par soi-même. Moi, j'irais un petit peu plus loin, hein. C'est clairement une dépendance comme on l'entend, mais dans les relations, quelles qu'elles soient, pas uniquement dans les relations amoureuses. Ça se manifeste dans toutes les relations. C'est ne pas réussir à vivre sans l'autre. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là, mais il y a énormément de caractéristiques dont je vais parler au fur et à mesure du podcast. Oui, justement, comment savoir si on est dépendant ou dépendante affectif? Alors, la frontière va être très mince entre, surtout dans les relations amoureuses, entre est-ce que je suis amoureuse et donc forcément, il y a une certaine envie d'être avec l'autre. La dépendance affective, il y a vraiment le sentiment de souffrance derrière tout ça. C'est vraiment se remettre en question tout le temps, douter de soi. On a très souvent une faible estime de soi. On a le sentiment d'abandon de l'autre si l'autre n'est pas là. On va avoir peur de faire les choses pour nous, on va avoir peur de prendre des décisions seules, on va tolérer des choses qui nous semblent normalement intolérables, on va complètement s'oublier, oublier ses propres besoins et en fait notre attention va être complètement dirigée vers l'autre, paradoxalement au fait qu'on ait besoin en fait de l'attention de l'autre tout le temps. Donc ça va être l'accumulation, en fait, de toutes ces caractéristiques. Attention, c'est pas parce qu'on ne les a pas toutes qu'on n'est pas dépendant affectif. Il faut faire très attention à ça aussi. On peut être il y a différents niveaux, disons, de dépendance affective et donc parfois ça peut être un peu, subtil et on s'en rend pas compte et il y a aussi, une chose qu'on peut observer, c'est la répétition de schémas relationnels dans des relations dans lesquelles on va pas être, épanoui. D'accord. Donc au final, c'est vraiment une peur de l'abandon heu, du partenaire ou d'un parce que du coup, ce que je comprends, c'est que ça peut aussi être d'un ami, c'est vraiment pas qu'un partenaire ou une partenaire amoureux ou amoureuse. Exactement. De toute façon, la dépendance affective, mais au même titre que toutes les autres dépendances, elle part de la blessure d'abandon. Donc, c'est rarement un abandon strict. Moi, j'appelle ça des expériences d'abandon. On peut ne jamais trouver ce moment dans lequel la blessure s'est déclenchée et c'est totalement OK. Le but, c'est d'apprendre à vivre avec et de faire en sorte de vivre au mieux cette dépendance affective jusqu'à s'en détacher, petit à petit. Mais c'est vraiment ça part vraiment de ça, de la blessure d'abandon et donc forcément dans toutes les relations, de la peur d'abandon de l'autre. Alors qu'en réalité, quand on est adulte, personne ne peut nous abandonner, mais c'est vraiment le sentiment qu'on peut avoir. Et ça peut donc se manifester dans toutes les relations. Moi, je travaille avec des femmes qui le vivent dans les relations amoureuses, mais aussi dans leurs relations d'amitié et parfois même dans des relations professionnelles ou dans des relations familiales. Donc, ça peut se manifester un peu partout. Et est-ce que cette dépendance affective, elle se manifeste dès le début de la relation?
ou ça met un peu de temps? Il y a des événements dans la relation qui sont plus déclencheurs que d'autres? Ou est-ce que c'est systématique en début de relation où ces mécanismes commencent à se mettre en place? Alors très souvent, c'est des mécanismes qui sont là parce que c'est nous qui nous dirigeons vers des personnes qui vont mettre en exergue, en fait, notre dépendance affective. Et ça va être face à certains comportements, au sentiment parfois de rejet de l'autre, donc d'abandon. Ça peut être, au début d'une relation directement, avant même parfois que la relation commence véritablement, comme ça peut être déclenché ou en tout cas exacerbé à un certain moment de la relation, quand quand parfois un comportement peut toucher à notre blessure d'abandon. En fait, c'est ça qui se passe. C'est à chaque fois que notre blessure va être touchée, on repart dans cette dépendance affective. Mais elle est là, en réalité, puisqu'elle fait partie du schéma relationnel. Donc, c'est aussi à ça qu'on peut faire attention et qu'on peut observer. C'est quand on commence une relation, notamment, ça peut ne pas être vu tout de suite, ou en tout cas très subtil, puisque très souvent, l'un et l'autre ont le même intérêt, donc on ne ressent pas tout ça. Mais il y a très souvent des signaux qu'on peut voir au début d'une relation. J'imagine que du coup, ça ne doit pas contribuer au bien-être du couple? Non, ça entraîne malheureusement des schémas, toxiques et pour plein de raisons. Déjà avant même la relation, les personnes dépendantes affectives peuvent être attirées par un certain profil de personnes et souvent par des personnes qui vont avoir tendance à, ne pas s'engager ou au contraire à être extrêmement indépendants. Pour la simple et bonne raison que quand on est dépendant affectif, on a déjà tellement peur de souffrir et tellement peur d'être abandonné et de toute façon, on croit tellement peu en soi qu'on va venir valider, en fait, ces croyances-là. Donc non, ça ne contribue pas à ça puisqu'on va vouloir être dans le contrôle de l'autre aussi. On ne se rend pas compte, mais quand on est dépendant affectif, on a tendance à penser qu'on attire des personnes toxiques ou qu'on est toujours dans des relations toxiques sans se responsabiliser. Le tout, c'est pas de dire c'est de la faute de l'autre ou c'est de ma faute, c'est simplement d'essayer d'observer dans quel type de relation on est et de comprendre que nous aussi, on peut avoir des comportements toxiques puisqu'on a tellement ce besoin de remplir notre jauge d'amour qui est vide puisqu'on ne s'aime pas assez, qu'on va vouloir contrôler l'autre et contrôler ses sentiments et ce qu'il nous dit et comment il agit avec nous, etc. Donc, toutes ces choses-là, ça crée de fait un déséquilibre énorme dans le couple et ça rend la relation malsaine. Mmh. Est-ce que tu fais le lien avec les théories de l'attachement, justement? Alors oui, moi je nuance beaucoup, tout ce qui est lié à toutes les théories parce que, dans la dépendance affective, on lit un peu, j'allais dire tout et n'importe quoi, mais enfin c'est pas ça, c'est qu'on lit tout et son contraire surtout. Donc je nuance, disons, un peu tout en fonction de chaque personne. C'est aussi ça, c'est ce à quoi il faut faire attention, c'est, chaque cas est particulier, chaque niveau de dépendance affective est unique, ça se manifeste pas toujours de la même façon d'une personne à une autre. Donc je me détache, en tout cas moi, dans mes accompagnements et dans la manière dont je traite la dépendance affective, de toutes les théories, de tout, ce qu'on entend. Parce que justement, je découvre au fur et à mesure, plein de choses différentes et plein de sources différentes et de types de blessures différents et du coup, c'est hyper important de pas tout ramener à notamment la théorie de la tu vois, toutes ces théories de l'attachement et cetera. Mmh. Oui, qui sont très intéressantes, mais effectivement, on peut vite s'enfermer. On a envie de catégoriser les gens, on a envie de mettre les gens dans des boîtes parce qu'aussi c'est plus facile quand on arrive à identifier le schéma, on se dit: «Bah, voilà, maintenant j'ai trouvé et je sais quelle est la solution». Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que c'est un petit peu comme, voilà, les tests de personnalité. Bon, voilà, moi je le dis souvent, je suis pas du tout, pro enfin en tout cas, je trouve pas ça très pertinent parce que ça peut rassurer, se dire: «Bah oui, je suis comme ça, on me l'a dit, c'est bon». Mais en fait, ça limite aussi beaucoup et on est beaucoup plus complexe que ça.
Et c'est aussi le risque en fait de vraiment, mettre, juste une étiquette. C'est de perdre finalement toute la nuance et toutes les subtilités et de pas pouvoir aller au bout avec les personnes parce qu'on s'est dit: «Bon, bah, voilà, en 2 séances, on a dit: "Tiens, voilà, toi, tu es comme ça"». Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je crois qu'en fait, c'est l'esprit, humain qui est aussi fait comme ça, de vouloir, oui, catégoriser, étiqueter, dire voilà, c'est un peu je pense que c'est aussi pour ça que les signes astrologiques ont autant de succès alors que ce n'est basé sur enfin, rien de tangible et que ça a été, démonté, maintes et maintes fois. Mais le fait de dire: «Bah, voilà, je suis, je sais pas, Scorpion, donc j'ai un tempérament comme ça justifie et ça rassure et je trouve ça intéressant justement que tu nuances ça en disant: «Bah, oui, chaque personne est différente, que c'est bien de comprendre les causes, c'est bien de comprendre, de mettre des mots, mais attention quand même à prendre l'entièreté de la personne et ses spécificités en compte». Exactement. Moi, j'ai même du mal à dire, aux gens: «Tu es dépendante affective» ou «Tu es dépendant affectif», parce que pour moi, c'est le schéma relationnel que tu as aujourd'hui, mais tu as la possibilité de transformer ça et c'est trop facile, entre guillemets, bien sûr, d'en faire un trait de caractère et de tout excuser, d'excuser tous nos comportements par le fait qu'à ce moment-là, on traverse la dépendance affective, parce que ça ne nous définit pas en réalité. C'est quelque chose qu'on peut transformer tout au long de notre vie et travailler dessus et on peut en garder de belles choses aussi. La dépendance affective, c'est pas que du négatif, que de la souffrance. Il faut simplement apprendre à l'apprivoiser, à connaître son type de dépendance affective, ce qu'on voilà ce qu'on en fait. La dépendance affective, c'est aussi, une grande sensibilité, voire hypersensibilité. C'est aussi beaucoup de dévouement, c'est aussi, beaucoup de persévérance. Enfin, ça dégage aussi énormément de choses et des choses positives qu'on peut, mettre à profit dans les relations suivantes. Simplement, il faut aussi guérir ce qu'il y a à guérir et apprendre à s'aimer d'abord. C'est pour moi la clé de toute façon de cette liberté qu'on trouve à la fin de ce schéma relationnel-là, en fait. Oui, tu as tout à fait raison sur le fait de pas dire: «Je suis» ou «Tu es». Très souvent, j'ai des personnes qui me disent: «Je j'ai pas confiance en moi». Et en gros, bah, c'est définitif, c'est-à-dire j'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'estime de moi. Mine de rien, ça renvoie au cerveau l'idée que c'est comme ça et que c'est immuable, même si on sait au fond que ça ne l'est pas. Mais le fait de s'exprimer ainsi, ça envoie cette idée que, ben voilà, j'ai pas confiance en moi, donc c'est comme ça et je suis un peu victime de la situation. Alors qu'en réalité, ça fait pas partie de notre personnalité. C'est simplement quelque chose qu'on n'a pas développé ou qu'on a développé, voilà, d'une certaine manière et c'est quelque chose qui s'apprend. C'est un peu, qui se qui se guérit dans le cas de la dépendance affective, qui se développe comme une compétence dans le cas de la confiance en soi et le fait de pas se catégoriser, ça a toute son importance justement pour ça, parce que ça nous laisse la liberté de changer et d'évoluer et donc justement par rapport à la dépendance affective, quelles sont, selon toi, les solutions ou comment se sortir de la dépendance affective? Alors ça, je dis toujours que c'est la question à 1 million de dollars Eh parce oui. que, vraiment la question qu'on me pose tous les jours. J'aimerais pouvoir avoir une réponse toute faite. En fait, ça va partir de l'amour profond de soi. Parce que si on accepte des choses qui vont au-delà de nos limites, si, on est dans des relations où on a besoin de sauver l'autre, si on a peur d'être seul, c'est parce que on ne se donne pas assez d'amour, parce qu'on n'aime pas sa propre compagnie, parce que, on considère qu'on ne mérite pas un autre type de relation. Parfois, c'est très inconscient. Donc ça va partir de ça et ça, c'est la partie du travail généralement que les personnes que j'accompagne n'aiment pas parce que ça nous oblige à aller voir nos émotions et qu'est-ce qui fait mal en fait? Et pourquoi j'accepte tout ça? Pourquoi je suis dans ce type de relation-là? Donc la première vraie solution, c'est d'investir en soi, mais dans le sens apprendre à se reconnecter à soi, à ses besoins, à ses limites et comprendre en fait, qu'on a besoin de structure dans une relation. C'est pas une honte que d'intégrer que quand on a été dans la dépendance affective, on a besoin de plus de structure dans une relation. Qu'est-ce que tu appelles structure? Alors
Moi, je fonctionne comme ça. Mettre de la structure dans une relation, c'est déjà comprendre ce qu'on veut dans une relation. Parce que quand on est dans la dépendance affective, on a tendance à se mettre dans des relations. On ne sait pas pourquoi on est avec cette personne. Finalement, on ne sait pas de quoi on a besoin, on ne sait pas de quoi on a envie. Donc, on finit évidemment par être avec des personnes qui ne nous conviennent pas et ne nous correspondent pas. Donc, c'est ce que j'appelle cette structure-là. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les valeurs importantes pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec l'autre? Ça paraît hyper cadré et donc on a l'impression que ça enlève cette espèce de passion, de fluidité qu'on attend d'une relation, mais en fait, pas du tout. C'est simplement d'être hyper connecté à soi. Donc, la première chose, c'est d'apprendre à s'aimer, évidemment, mais après, il y a cette structure et apprendre à se connaître, en fait. Après, s'aimer, c'est apprendre à se connaître et qui je suis. Et donc, si je sais qui je suis, je sais de qui j'ai besoin dans ma vie et avec qui j'ai envie d'être surtout. Donc voilà, pour moi, c'est les deux grandes lignes. Après, évidemment, en fonction de la problématique et en fonction du type de dépendance affective, ça s'aborde de manière différente. Mais en tout cas, c'est voilà, les deux grands points importants pour doucement, en tout cas, guérir de cette dépendance affective-là. Même si guérir, c'est un peu un mot... je ne sais pas si c'est le mot approprié parce que est-ce que c'est une maladie, je ne sais pas, mais en tout cas, je dis toujours ça parce que ça me permet d'avoir le sentiment de mettre beaucoup d'amour dans ce processus-là et, et d'avoir le sentiment de se sentir mieux après, en fait, plutôt que de s'en libérer ou de sortir de la dépendance affective. Surtout que les mécanismes sont là, donc est-ce qu'on en sort à 100%? Ça, personne ne le saura jamais, mais du coup, j'aime bien dire guérir. Oui, puis si on part du principe qu'il y a une blessure à l'origine, je trouve que c'est encore plus pertinent. Je trouve ce qui est intéressant dans ce que tu dis, je trouve, c'est que le travail finalement se fait pas sur la relation ou sur, la manière de communiquer ou sur, comment agir avec son partenaire, c'est vraiment sur soi. C'est revenir à soi et je trouve très très intéressant notamment ce que tu dis par rapport à la structure, parce que c'est quelque chose dont on se rend compte parfois trop tard, qu'on partage pas les mêmes valeurs, qu'on partage pas les mêmes ambitions, la même vision de la vie, alors que mine de rien, c'est crucial pour construire quelque chose sur le long terme. Parce qu'une fois que la passion est passée, et ben, faut quand même que ça se base sur des choses, où il y a une alchimie plus que physique ou plus que la flamme du début et donc ça se fonde aussi, en tout cas je pense et je pense qu'on est d'accord là-dessus, sur des choses, qui permettent de construire une vie, ensemble. Exactement, il y a vraiment, cette notion de création, enfin, c'est une co-création, hein, une relation. Il y a vraiment cette notion de construction et évidemment, ça se base sur toutes ces choses-là. On a tendance à voir, comment c'était au début et d'idéaliser ce moment-là, mais c'est important de voir aussi sur le long terme et pour en revenir à ce que tu disais, oui, le travail vient de nous et tu vois, cet aspect de et dans la relation, comment ça va se passer et il faut peut-être communiquer autrement. En fait, ça va découler de ce premier travail-là parce que, en fait, si on n'arrive pas à communiquer dans une relation, c'est parce que on ne sait pas comment verbaliser ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut d'abord comprendre par nous-mêmes ce dont on a besoin, de pouvoir poser des mots dessus pour pouvoir exprimer ces besoins-là à l'autre. Donc la communication, elle va être beaucoup plus simple quand on a fait tout ce travail en amont de reconnexion à soi, d'amour de soi, d'apaiser en fait certaines choses. Il y a aussi la notion de pardon, j'en parle beaucoup. C'est toutes ces petites choses-là en fait qui, mises bout à bout, vont faire qu'on va gagner en sérénité, on va se sentir mieux avec soi et forcément on va se sentir mieux avec l'autre en fait. Et oui et moins avoir besoin de, son approbation, sa reconnaissance, son amour parce qu'on a déjà aussi, on se l'apporte soi-même et c'est la même chose avec l'estime de soi, où on a ce truc de faire passer les autres en premier, toujours se faire passer en deuxième. Enfin en tout cas pour certaines personnes qui ont une estime d'elles plutôt faible et donc on finit par oublier et par complètement se déconnecter de nos besoins, de nos envies à nous puisque, bah, on n'y prend jamais attention et que quand elles émergent de toute façon on les fait taire et on se tourne vers l'autre et ce qu'il a envie de lui. Et donc effectivement, la première étape, c'est d'abord, bah, se reconnecter à tout ça et ça demande du travail parce que quand on n'a plus l'habitude de s'écouter et que ce soit nos émotions, nos pensées, nos envies, nos besoins et ben, c'est difficile en fait de tendre l'oreille vers l'intérieur. Exactement et surtout, c'est extrêmement fatigant, en fait, parce qu'on pense à l'autre tout le temps et donc le fait d'être
complètement déconnecté de soi, on se rend compte qu'on a l'impression de faire les efforts tout seul, de porter la relation et en fait, on va presque reprocher à l'autre au bout de quelques semaines ou quelques mois, des choses qu'on a acceptées dès le départ. Des comportements où clairement, nous, on était concentrés vers l'autre, donc on ne voyait même pas que l'autre nous apportait pas ce dont on avait besoin. Et au bout de 6 mois, on est là, oui, mais tu vois, tu m'apportes pas ça, tu ne me donnes pas ça. Mais l'autre ne peut pas comprendre, en fait. Il faut aussi se rendre compte qu'on a tous des besoins différents, un schéma relationnel différent et surtout une éducation émotionnelle différente qui fait qu'on a besoin d'apprendre de l'autre. On ne parle pas tous le même langage d'amour, ni le même langage émotionnel, et donc on a besoin de pouvoir verbaliser ça. Et c'est le premier travail que moi je fais dans ces accompagnements-là, c'est OK, maintenant on va poser des mots, parce que c'est hyper important que tu te reconnectes à toi. Ah, c'est super intéressant, merci beaucoup. C'est un beau message que tu fais passer et je pense que même pour les personnes qui ne sont pas, dépendantes affectives, c'est essentiel, ce travail de reconnexion à soi et d'amour de soi parce que, comme tu l'as dit, personne ne tu l'as pas dit dans ces termes-là, mais en tout cas, personne ne viendra nous sauver et ça, c'est quelque chose, qui parfois fait mal, à accepter et à comprendre, mais personne ne sera là pour nous sauver et il faut commencer par soi et par penser à soi et s'aimer soi en priorité et en plus, ça permet d'aimer encore plus et d'être encore plus présente pour les autres ensuite. Ouais, exactement. Je pense qu'il y a une peur, quand on est dépendant affectif, c'est de ne pas comprendre comment déjà on peut s'aimer soi et presque la peur de: «Oui, mais si je m'aime, je deviens égoïste et donc j'aimerais moins et moins bien les autres». Alors que non, en fait, on aime encore mieux et on aime de façon beaucoup plus saine et les gens nous le rendent, en fait, aussi. Donc c'est tellement important de comprendre ça. On c'est pas: je m'aime donc je t'aime moins, c'est je t'aime et je m'aime aussi, en fait. Donc c'est hyper important cette notion-là, en tout cas, dans la dépendance affective et ailleurs, hein, de comprendre que l'amour de soi, c'est la clé de l'épanouissement, en fait. Ouais et je trouve ça très intéressant ce que tu dis sur cette croyance qu'on va être égoïste si on pense d'abord à soi et si on s'aime soi. Parce que très souvent, c'est l'inverse. Et je vois très souvent ce schéma chez des personnes qui manquent d'estime d'elles et qui ont tendance à faire passer les autres en premier, qui ont tendance à s'oublier et qui veulent toujours être gentilles, toujours là pour les autres. Et en réalité, ce qu'on découvre quand on creuse un petit peu, c'est que derrière, il y a une peur d'être rejeté, il y a une peur d'être critiqué. Le fait d'être gentil, c'est plus pour se protéger soi quand on creuse vraiment et pour se protéger contre un éventuel rejet, parce qu'on se dit inconsciemment que si je suis toujours gentil, si je fais toujours plaisir, il y a pas de raison que je sois critiqué, il y a pas de raison que je sois rejeté. Et donc au final, si on est gentil, si on est là pour les autres, c'est pas toujours pour être là pour les autres, mais la vraie motivation qu'il y a derrière, c'est d'éviter un rejet ou c'est d'éviter, une critique. Exactement. En fait, c'est ce que je disais un peu dans cette notion de contrôle de l'autre tout à l'heure. C'est un peu, je vais te sauver, je vais tout faire pour répondre à tes besoins parce que moi, j'ai besoin que tu m'aimes. J'ai besoin que tu aies besoin de moi. J'ai besoin d'être importante pour toi, de devenir indispensable pour toi. Parce que c'est une manière de se sentir, reconnu, considéré, aimé, désiré et cetera, en fait. Donc c'est 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 essentiel, tu vois, de comprendre ce mécanisme-là parce que quand on s'aime assez pour répondre à ses propres besoins en se disant: «OK, là, il y a une personne qui a besoin que je lui rende un service, mais moi, je dois respecter mon énergie parce que là, je sens que c'est trop pour moi». Quand on explique ça aux gens, ils le comprennent en fait. Et au départ, ça peut sembler être un exercice assez difficile, mais on se rend compte que c'est pas si terrible. Et surtout, les autres, eux, font ça. Ils le font, donc pourquoi nous, on devrait culpabiliser de de nous Bah oui respecter nous-mêmes en fait? C'est ça aussi. et on les aime pas moins de poser leurs limites. Exactement, exactement. Au contraire, je crois. Très souvent, je propose cet exercice d'essayer de, voilà, de poser tes limites ou en tout cas juste, voilà, exprime tes besoins et vois ce qui se passe ou donne ton avis et vois ce qui se passe. Parce qu'en fait, on a tendance à éviter ce genre de situation et comme on évite, on est dans l'évitement, on ne fait pas ce qui nous fait peur parce qu'on a peur d'être, critiqué, on a peur d'être perçu comme, pas aimable eh bien, on va aussi alimenter cette peur. Parce que tant qu'on s'y confronte pas et qu'on voit pas que quand, voilà, je pose mes limites, il se passe rien et que la personne comprend très bien,
puisque je suis toujours dans l'évitement de cette situation et que je fais tout pour être gentille et je fais tout pour être présent pour l'autre, bah, je peux pas me prouver à moi-même, me montrer que cette peur, qu'elle est fictive. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'y aller par petits pas et de voir que, ben, en fait, il y a rien à craindre finalement. Non et puis il y a surtout, une chose essentielle, c'est que quand on agit comme ça, on n'est pas profondément heureux. Parce que quand on s'évite soi, hein, en réalité, hein. On évite, ce qu'on ressent parce que, ce qui est important, c'est de faire plaisir à l'autre. Mais on n'est pas heureux et plus on est à l'écoute de nous-mêmes, plus on est heureux, en fait. Et ça, c'est la clé de la sérénité, du bonheur, de tout ce qu'on veut et plus on est en paix avec nous-mêmes, plus on est à même d'entretenir des relations dans tous les domaines qui seront, saines, qui seront bonnes pour nous, avec les personnes qui seront bonnes pour nous aussi, à ce moment-là de notre vie. Donc, c'est pas à prendre à la légère, c'est un vrai conseil, c'est de commencer à prendre du temps pour soi, à s'écouter, apprendre à s'aimer et oui, ça demandera du temps peut-être, mais c'est essentiel et il y a cette notion de temps là justement où on se dit: «Mais moi ça a toujours été comme ça donc pour m'en sortir ça va me demander, tellement d'efforts». OK, mais si tu commences pas, tu resteras là où tu es aujourd'hui. Donc ça peut demander du temps, mais si tu fais un pas par jour, imagine où tu seras dans un an en fait. Puis c'est hyper gratifiant. C'est hyper, de même de voir qu'on avance, même si on n'est pas au point d'arriver, en 5 jours, en 5 mois. Le fait de sentir qu'on avance et qu'on progresse, c'est tellement gratifiant que rien que ça vaut le coup. Je suis d'accord. Bah, merci beaucoup Auria pour ce beau message d'amour de soi et de s'écouter parce que je pense que c'est vraiment essentiel. Donc, merci d'être, venue le partager sur ce podcast et aussi d'avoir parlé de ce sujet de la dépendance affective qui, apparemment intéresse beaucoup de monde parce que ça m'a beaucoup été demandé. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir, accueillir une spécialiste comme toi pour en parler. Merci beaucoup. Je suis ravie que tu m'aies choisie pour, parler de ce sujet qui me tient énormément à cœur, comme tu le sais. Où est-ce qu'on peut te retrouver Auria? Alors, on peut me retrouver sur Instagram principalement, donc mon compte c'est Oria Paulina Coach et sur ce compte, vous allez trouver énormément de contenu autour de la dépendance affective, mais pas que, puisque je parle aussi beaucoup d'amour de soi, d'ailleurs. Je mettrai tout ça dans la description du podcast pour ceux qui veulent te retrouver. Merci encore d'avoir accepté cette invitation Merci à toi. et à bientôt. À bientôt.